Bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française, la seconde partie. Je vous rappelle que cette émission est préenregistrée, vous ne pourrez donc pas envoyer exceptionnellement de messages pour interroger notre invité. Donc je reçois donc en seconde partie Martin Pelletier, qui est écrivain et journaliste, et qui vient de publier aux éditions DIE, un ouvrage pamphlétaire, peut-on dire, qui s'appelle « 20 bonnes raisons d'être anti-américain ». Et j'ai trouvé le livre intéressant, inattendu, pas par le titre, parce je pense qu'on est à peu près tous anti-américains, mais par la manière dont le sujet est traité. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée que Martin Pelletier vienne nous parler de son ouvrage et de son contenu. Donc Martin Pelletier, comment ça vous est venu l'idée d'écrire ce livre ? Bonsoir. L'idée d'écrire ce livre, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. J'avais envie de faire quelque chose sur la position à la fois dominante et ennemie que tiennent les États-Unis. Et puis, il a fallu trouver un titre. J'ai commencé par le titre, 20 bonnes raisons. Puis je dis, là, vraiment, je suis très court avec mes 20 raisons, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et ça m'a forcé à choisir et donc à orienter la question. Et j'ai essayé de voir à quel titre on pouvait s'opposer aux Américains, à l'Amérique, au gouvernement américain, à la culture américaine. Et je divisais ma chose en 4 parties. En gros, c'est 1, l'Amérique est une ennemie. 2, l'Amérique est une puissance hégémonique. 3, l'Amérique est un professeur, ce qu'on peut appeler un professeur de sottise, ou de vulgarité, ou de décivilisation. Et enfin, l'Amérique, la patrie du mondialisme. Alors voilà à peu près comment s'est posé le problème à mes yeux. Alors ça vient un peu à l'encontre d'autres ouvrages que vous aviez publiés dans le passé. Je rappelle qu'à une époque, vous avez été directeur de la rédaction, je crois, de National Hebdo. Absolument, voilà, entre autres. Et oui. Vous aviez fait toute une série d'articles, vous avez même écrit un livre, si mes sources sont bons, c'était un discours, je crois. C'est l'amitié avec le FN est-elle possible, mais c'est l'amitié avec Le Pen est-elle possible, l'amitié, etc. est-elle possible. C'était un livre. Bon. Et là, c'est pas l'amitié avec les États-Unis est-elle possible. Non, elle n'est pas possible pour un certain nombre de raisons qui tiennent à l'actualité, qui tiennent à l'histoire, qui tiennent, je dirais, aux mentalités, à la religion. Il faut aller jusqu'au bout des questions. Et justement, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi, ça m'a frappé en le relisant après. J'étais parti au départ sur des sujets d'actualité. Je pense au TAFTA, au traité transatlantique, qui est quand même quelque chose de très important, ou bien la guerre en Ukraine, qui a été entièrement formatée par les États-Unis au départ. Les affaires de la place Maïdan sont des affaires qui ont été traitées par les services, au départ. Bon, et puis finalement, à l'arrivée, je parle à peine de l'Ukraine et presque pas du tout du TAFTA. Alors on pourrait dire que je me suis demandé si c'était pas une erreur d'ailleurs, mais je pense qu'il est plus important de faire comprendre, ou de rappeler plutôt, parce qu'il faut pas être trop prétentieux, de rappeler aux lecteurs que l'opposition aux États-Unis, en fait, est une opposition qui, dans une histoire longue, plutôt que de trop développer des questions d'actualité qui sont maintenant, je pense, évidentes, parce que je crois que le TAFTA, on n'en a pas parlé pendant des années, mais maintenant on en parle. Je crois que tous les auditeurs de Radio Courtoisie, tous mes éventuels lecteurs sont persuadés, ils sont convaincus du danger que fait peser ce traité sur l'Europe et sur la France. Donc, il est moins important de revenir donc à des questions de détail, si je veux dire comme ça, que aux oppositions fondamentales qui nous opposent à l'Amérique. Encore une fois, non seulement à son gouvernement, mais aussi à sa civilisation. Alors justement, est-ce que vous êtes inspiré d'ouvrages qui étaient déjà parus ? Parce que je dirais qu'en France, on a un rapport, d'ailleurs vous en parlez, mais je crois qu'il y a un des chapitres... je vais reprendre la table des matières quand même, j'arrive plus à la retrouver. Enfin, non. Elle est au début de façon qu'on puisse tout de suite la trouver. Comme dans les livres américains. Oui, il faut toujours s'inspirer de l'ennemi, comme disait Vercingétorix. Et donc, il y a un endroit où vous expliquez qu'en fait, les Français... pourquoi un Français doit être particulièrement anti-américain. Et on a un rapport particulier, je pense, les Français, en Europe avec les États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous nous direz si ça remonte à la guerre d'indépendance. Mais
il y a toujours eu un anti-américanisme assez profond dans la population française et qui à une époque ont été véhiculés, on peut dire, par le Parti communiste, etc. Mais c'est assez empreint dans la culture française par rapport à d'autres pays. On est beaucoup plus critique. Alors je sais pas si c'est dû au lavage de cerveau chez les Allemands, quoi, la dénazification, mais nous, je crois qu'on est les plus anti-américains de la partie européenne. Je pense que les Serbes sont peut-être plus anti-américains. Il y a les Serbes. Moi, bon. je suis allé plusieurs fois en Serbie et j'avais d'excellents rapports avec les Serbes. Ouais. On se baladait sur les ponts bombardés. Ils avaient de très fuck America. C'était très charmant. C'est une population très charmante, la population serbe. En fait, vous avez raison. L'anti-américanisme est assez ancré en France et ce n'est pas nouveau. Vous parliez du Parti communiste, mais on aurait pu parler des gaullistes aussi, qui étaient fortement anti-américains. Oui, ou par exemple la Nouvelle Droite, également. Très anti-américaine. Il y a énormément. En fait, il y a une convergence française contre les Américains, et ça remonte à si vous voulez, pour moi c'est une très bonne question parce que ça permet de situer le livre. Ça remonte simplement à l'histoire. Au début, tout le monde sait que la guerre d'indépendance américaine a été soutenue financièrement et militairement par la France, et que, par exemple, à Yorktown, il y avait plus de combattants français, qui était la bataille décisive, il y avait plus de combattants français que de combattants américains, ce qui se sait peu actuellement. Hein, mais si vous voulez, et comme les victoires navales de l'amiral d'Estaing ont été déterminante pour la guerre, parce que sinon les Anglais auraient tout de suite constamment pu recharger en soldats l'Amérique et ravager l'économie américaine. Donc c'est grâce à la France que les États-Unis ont pris leur indépendance. Et cela, ils ne l'ont jamais pardonné. Ils ne nous ont jamais pardonné. Je rappelle très rapidement, dans l'historique bref que je fais de nos relations, qu'il y a eu, dès les années 90, 1790, une violente offensive anti-française des Américains qui ont pris le parti des Anglais dans la guerre qui opposait Français et Anglais, qui ont arraisonné des bateaux français. Il y a eu ce qu'on appelle la quasi-guerre franco-américaine, qui s'est soldée par un accord, mais plutôt à l'amiable. Enfin, il ne faut pas croire. Nous avons une illusion de l'amitié américaine. C'est tout le temps raconté par des gens si divers que Sarkozy, Hollande, Chirac, etc. Mais il n'y a jamais eu d'amitié franco-américaine. Politiquement et géopolitiquement, il y a toujours une opposition entre la France et les États-Unis. Ça s'est d'ailleurs traduit de façon très claire lors de la guerre du Mexique sous Napoléon III. Alors, il n'y a qu'un moment où cette opposition a disparu, si vous voulez, c'est depuis l'entente cordiale et avec les deux guerres mondiales. C'est vrai que pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont nos alliés, mais c'est nos alliés qui ont fait payer extrêmement cher leur alliance. Je rappelle encore une fois que, Foch avait raison de dire que la menace est plus forte que l'exécution, et donc les États-Unis ont eu beaucoup de poids comme menace, puisqu'elles ont forcé, tout le monde le sait, l'armée allemande a joué son va-tout en 1918 et à le perdre, mais opérationnellement, le poids de l'armée américaine est peanuts. Et si on voit d'ailleurs les pertes, tout simplement... Henri de Lesquen va monter au palais. Ce sont des cacahuètes. Des cacahuètes, sinon je vais me faire engueuler par Henri de Lesquen et je vais devoir mettre 1 euro. Vous allez vous faire l'esquiniser. L'esquiniser. Donc, le poids opérationnel de l'armée américaine en 17-18 n'est pas très haut. Il y a un endroit d'ailleurs, j'avoue, je connaissais pas la statistique, je crois que vous dites que ça représente 1% des morts de la Première Guerre mondiale. Exactement, c'est la statistique, je suis pas allé la chercher dans des endroits très compliqués, j'ai cherché sur Wikipédia, puisque là, je sais que, si vous voulez, je ne risque pas d'être excessif, parce qu'ils ont plutôt tendance à aller dans l'autre sens. Donc, voilà, les États-Unis ne sont pas... Ils ont pu être des alliés, il ne faut pas les prendre pour des amis. Et dès que les guerres ne sont plus en phase opérationnelle, on s'en rend compte tout de suite. J'ai été forcé de passer très vite, mais il est clair qu'entre les deux guerres, la position de créanciers des États-Unis, les plans Davis et le plan Young, font tout pour abaisser la puissance économique et militaire française. Il y a le plan, il y a les conditions, le plan Wilson au départ, bien sûr, qui est complètement délirant. Je crois que ça mérite d'être un peu développé parce que c'est vraiment la manière dont les États-Unis
se sont emparés de l'Europe, pourrait-on dire, hein, se sont immiscés dans les affaires européennes, ce qui n'était jamais produit avant. Voilà. Puisque quand ils sont partis aux États-Unis, les émigrants avaient décidé que c'était la nouvelle Jérusalem et ils coupaient avec l'Europe. Rompre avec l'Europe. C'était quand même enfin, on peut dire que c'était quand même les déchets de l'Europe qui partaient. Absolument. On le dit jamais c'est des gens qui sont, c'était des asociaux. Enfin, c'est des gens qui se trouvaient, qui n'était plus bien dans la communauté européenne. Hein. Absolument. Je crois que ça, si vous me permettez, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vraiment très très important. Mais déjà, pour répondre à la question Wilson, je vais parler des plans financiers de l'après-guerre Davies et Young. C'est vrai, ça c'est la prise en main financière par les États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a la prise en main politique par les États-Unis grâce aux 14 points bien connus imposés par Wilson pour les traités de paix, dont il faut quand même rappeler, parce qu'on crie toujours le traité de Versailles, trop dur pour ce qu'il avait de mou, trop mou pour ce qu'il avait de dur, le diktat. C'est vrai que c'est un mauvais traité, le traité de Versailles, mais il a été dans les faits formaté par les exigences américaines. Et ce qui est de plus intéressant d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'il a été signé, qui n'était bon ni pour la Grande-Bretagne, ni pour la France, ni pour l'Allemagne, qui étaient comme les trois principaux belligérants, eh bien, il n'a même pas été ratifié par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont imposé un point de vue qui a durablement affaibli l'Europe, politiquement, et en même temps, ils en ont profité après-guerre pour imposer leur loi économique. C'est vraiment la guerre 14-18, c'est le début de la fin, d'ailleurs c'est le suicide européen, et c'est le début de la prise en main de l'Europe et du monde par les États-Unis. Mais c'est une vieille tradition américaine, parce qu'on la retrouve, par exemple, il y a un certain nombre pas de lois, mais enfin de directives qui sont imposées, par exemple par les Nations Unies, et les États-Unis refusent toujours de les ratifier. Oui. C'est une vieille tradition d'imposer des lois au monde entier. Par exemple, les lois actuelles, enfin les protocoles, la campagne d'inquisition fiscale des États-Unis auprès de la Suisse, auprès de la France, enfin on pourrait dire auprès des paradis fiscaux, a un effet réel puisqu'il vise un certain nombre de gens, on demande qu'il y ait des listes qui soient transmises, etc. Ou par exemple quand on voyage, quand il y a le petit œil de Big Brother qui vous regarde, qui vous prend en photo, etc. On sait que toutes ces données sont transmises aux États-Unis, mais les États-Unis ne transmettent jamais leurs données qu'ils ont. Et le plus grand paradis fiscal qui se trouve dans un certain nombre d'États, je crois que c'est le Nevada, des États comme ça, où ils ont des paradis fiscaux aux États-Unis. Et ce que vous venez de décrire de façon tout à fait juste pour la fiscalité, on peut le décliner sur, par exemple, l'environnement. Les États-Unis sont souvent à l'origine de la vague verte, mais chaque fois qu'il y a un protocole contraignant de signer, il ne le ratifie pas, ou il le ratifie 20 ans plus tard avec des restrictions, avec des arrangements qui leur permettent de faire en fait ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est justement le double visage de l'Amérique. L'Amérique est à la fois une puissance hégémonique qui se garde sa puissance hégémonique et en même temps, un instituteur de mondialisme. C'est-à-dire qu'elle fait avancer toutes ces règles-là, qui font avancer le gouvernement mondial, et en même temps, elle se réserve à elle-même une puissance supérieure aux autres. Alors, je rappelle, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française. Je reçois ce soir Martin Pelletier. L'émission est préenregistrée pour son livre 20 bonnes raisons d'être anti-américain, qui vient de sortir aux éditions DIE. Donc Martin Pelletier, le sujet est foisonnant, je suis moi-même un peu désordonné. Donc il y a il y a toute une littérature sur, enfin, il y a eu toutes sortes de pamphlets, toutes sortes de textes, toutes sortes d'écrits critiques vis-à-vis des États-Unis. Je pense par exemple juste un exemple précis que connaissent les auditeurs parce qu'on en parle souvent, Aude de Kéros, qui s'occupe un peu de l'art à Radio Courtoisie, de la culture. Et justement a écrit plusieurs ouvrages et fait de très nombreuses émissions sur le fait que l'art contemporain avait été imposé par les États-Unis en Europe avec la suppression des artistes européens d'art abstrait comme Mathieu, etc., au profit d'artistes américains, et que toute cette opération avait été en fait menée en sous-main
dans le cadre d'une guerre idéologique financée très très largement par la CIA et ses satellites, de manière à imposer un goût et à s'opposer en même temps au communisme, etc. Donc il y a une, je dis qu'il y a une vieille tradition. Vous vous êtes inspiré parce que cet ouvrage est très personnel. Hein. Oui. Mais est-ce que vous êtes inspiré? Parce qu'on sent pas de patte, si vous voulez, on sent pas que ça a été recopié ailleurs. Je vous dis, c'est plutôt un compliment, mais je me dis il y a beaucoup de livres, donc vous auriez pu les relire ou pas du tout. On se connaît assez, Emmanuel, pour que vous sachiez que je n'aime effectivement pas du tout m'inspirer. Malheureusement, j'ai pas assez le temps de lire. Je connais Aude de Queyros, j'ai lu certains de ses papiers plus que de ses ouvrages. Je trouve que c'est quelqu'un de fort intelligent et fort intéressant, mais je n'ai pas pris le temps de m'inspirer d'elle. Et d'ailleurs, vous aurez constaté qu'il y a un point aveugle c'est précisément l'art. Ça dépend. Je vais parler du 7e art, parce que c'est la même chose. Mais encore une fois, je me suis cantonné à un point de vue, un petit domaine de l'art qui est le cinéma. Parce que c'est exactement la même chose. On constate, et là je fais un développement assez long sur le cinéma. Pourquoi le cinéma? Parce que d'abord, je m'intéresse particulièrement au cinéma. Ensuite, je me suis occupé de cinéma dans le temps, quand j'étais journaliste, si vous voulez. Donc là, j'avais tout simplement des biscuits personnels. C'est tout simplement pour ça que j'ai plus développé. Et dans le cinéma, on s'aperçoit absolument du même phénomène que celui que déplore et décrit Aude de Queyros pour l'art contemporain. Alors, le cinéma, tout le monde, je crois, beaucoup de nos auditeurs ont en mémoire les accords Bloom-Burns de 1946 ou 47, je ne sais plus, c'est en mémoire, dans lequel les États-Unis imposent, c'est un accord financier et commercial, mais il y a un alinéa qui a fait énormément couler d'encre et qui a été très long à négocier, c'est l'alinéa qui concerne le cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis ont imposé à la France, en France, un certain quota tout à fait délirant, très très haut, de films américains. C'est-à-dire que les distributeurs français et les exploitants de salles ont dû, à partir de ce moment, je peux plus les chiffres en tête, si je les ai en tête, c'est 108 films par an américains qui devaient absolument être diffusés en France. Alors, je crois que beaucoup de nos amis ont ça en tête. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que cette volonté de contrôler les images, en quelque sorte, cette volonté de contrôler donc la pensée, eh bien, elle remonte à une période bien antérieure. Avant la Première Guerre mondiale, on ne se souvient pas, mais c'est un fait, c'est assez drôle. Le marché mondial du cinéma est sous l'hégémonie française. C'est Pathé et Gaumont qui régentent absolument tout. Les Américains, là comme ailleurs, profitent de la Première Guerre mondiale pour faire la révolution de cela et prendre la tête du cinéma dont ils ont perçu l'importance après la Seconde Guerre mondiale. Et par toute une série d'attaques à la fois commerciales et d'accords, vont réussir à s'imposer dans le cinéma européen. À travers Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris était à l'époque de l'entre-deux-guerres, d'abord la capitale culturelle de l'époque, de l'Europe bien entendu, mais aussi l'endroit où se fait la distribution des films. Bon, et donc il va y avoir une lutte entre les Américains et les Français dès cette époque-là. Et le regretté Jean Zay, dont on a parlé parce qu'il était ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, cette espèce dont on fait actuellement un grand monsieur. Il a négocié avec eux un accord qui effectivement était assez restrictif, mais au bout de 3 mois, il a, comme tous les autres, calé. Ce qui fait que le seul moment, et je vais dire quelque chose d'horrible, mais le seul moment où vraiment il y a une défense sérieuse du cinéma français, c'est entre 1939 et 1945. C'est ce qui refait sortir par exemple Philippe Dugue. Voilà. Et on sait très bien, on prend les histoires du cinéma, on se rend compte, d'ailleurs, même pour les Français encore aujourd'hui, les plus beaux films du cinéma français, ceux qu'ils apprécient le plus, ont été
produits durant l'occupation. Beaucoup. Les Enfants du Paradis, par exemple, j'en cite un, mais beaucoup. Alors, après la guerre, il y a ces accords Bloom Burns qui sont catastrophiques et qui vont en fait permettre aux États-Unis de répandre leur mentalité, le Coca-Cola, les films de cow-boys. C'était d'ailleurs pas mal par rapport à ce qu'on voit maintenant. Parce que vraiment, il y a quand même, je ne sais pas si vous aimez le cinéma, mais moi j'aime beaucoup ça, et je dois dire qu'il y a quand même des films américains qui sont tout à fait visibles. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de dire il n'y a que des mauvaises choses dans le cinéma américain. Le problème de dire, c'est qu'on a baissé la garde et qu'on a laissé venir vraiment une invasion mentale dont le résultat est sensible aujourd'hui. Il y a une colonisation mentale par le pidgin English et par les je dirais par la façon d'être. Souvent, vous voyez chez des adolescents des façons d'être qui sont directement tirées copiées de séries américaines ou de cartoons aussi d'ailleurs. C'est très intéressant de voir comment sociologiquement et psychologiquement les comportements et les mentalités se répandent à travers cette soupe sous-culturelle. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, pour en rester au domaine du cinéma, il y a des je vais pas dire, des modes, non, il y a des tendances qui vont durer pendant un certain temps, on va passer à d'autres. Je crois que l'exemple le plus emblématique, c'est le western. Ben oui, le western, c'est complètement passé de mode. Qui est totalement, c'est vraiment une création américaine, qui va, pour les jeunes auditeurs de Radio Courtoisie, il y en a évidemment beaucoup, ils n'ont sans doute pas connu cette époque où chaque semaine, dans les jours de sortie, il y avait nécessairement un, voire deux westerns américains dans les films qui sortaient. Il est sorti des milliers de films sur quand même un phénomène historique très court, à une époque où les États-Unis étaient quasiment vides, avec une réécriture totale vis-à-vis des Indiens. Les heures les plus noires des Indiens. Non, les heures les plus dorées, qui sont transformées en heures les plus dorées de l'Amérique, oui. Et avec c'est incroyable ces milliers de films qu'on puisse regarder. Et aujourd'hui, il n'y en a plus un. Alors, où ils sont un peu parodiques, ou très noirs, ils s'intéressent à une seule personne. Enfin, ou alors, il y a les westerns gays, ou alors il y a les western road movie. J'ai vu récemment un western allemand, où il se passait rien du tout, où tout le monde était mais qui a 4 étoiles sur Arte, alors donc c'est formidable. Mais c'est vrai qu'ils sont complètement décalés, déconstruits, comme on dit maintenant. C'est un pastiche, une parodie d'un genre. Quand on les voit, en particulier, les films de John Ford, avec des acteurs comme John Wayne, etc., je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup mieux qu'on ne voyait il y a 50 ans la propagande américaine qui est contenue dedans. Oui. C'est assez... et à l'époque, personne ne la voyait. Mais cette idée, moi, ça m'a toujours marqué. Il n'y a plus un jour, je sais pas, dans les années 70, 80, il n'est plus sorti un seul western. C'était ou alors fini. il y en a eu quelques-uns de Clint Eastwood, très particuliers, Pell Rider, ou des films comme ça. Ou alors les western spaghetti, les western spaghetti, Delaunay. Et tourné en Europe, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Tourné en Espagne. Non, c'est vrai, on voit bien on voit beaucoup plus la corde, la ficelle, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alamo, mais il y a certains très grands, où on ne voit pas la corde. D'ailleurs, ce sont des œuvres d'art. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a toujours, dans n'importe quel genre, enfin, il me semble, des chefs-d'œuvre. Non, mais aujourd'hui, il y a une distribution absolument quand même incroyable de films, d'ailleurs, je me souviens plus, je vais vous en parler dans le livre, des films, en fait, qui sont coproduits avec le Pentagone, qui sont des films en permanence à la gloire de l'armée américaine, et où, ce qui est stupéfiant, les erreurs américaines sont glorifiées. En général, je me souviens plus du film où ils ont eu de grosses pertes, un hélicoptère qui s'est écrasé. Il y en a 2 ou 3 qui s'en sont sortis. Et c'est tout à la gloire de ces 2 ou 3 où les Arabes sont plus caricaturaux que caricaturaux. Alors je parle même pas des séries américaines anti-arabes où c'est totalement délirant. Et où c'est vraiment là, il y a toute une période de films de guerre
distribuées par les États-Unis, et en plus maintenant toute une série de séries américaines, et quand elles sont pas produites à Hollywood, elles sont produites à Tel Aviv. Oui, alors, à mon avis, il y a pire que ça, parce qu'encore, ça, je dirais, on peut voir un tout petit peu la corde, puisque ce sont des films coproduits, ce sont des films commandités. Mais je pense qu'il y a encore bien pire, c'est par exemple, je pense aux films parodiques qui se prétendent drôles et distanciés, je pense à Hot Shot par exemple. Hot Shot qui est une parodie de film de guerre et qui est fait par des gens plutôt à gauche et dont on aurait pu penser qu'elle s'inscrivait en contrepoint. Mais pas du tout. Si vous voyez, dans Hot Shot 2, j'ai quand même des lectures, et bien vous avez une vision des Irakiens et des Arabes en général, qui est encore pire que celle des films officiels. Ça veut dire que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, pas seulement du gouvernement américain, mais de toute la société américaine, qui est de ce point de vue-là extrêmement, je dirais, compacte et cohérente, et qui véhicule dans son ensemble, bon, il y a certainement 2-3 dissidents, mais c'est pas le problème, il véhicule dans son ensemble une façon de voir, une façon de penser qui est monolithique, voilà, et qui est évidemment dangereuse et agressive. Alors, est-ce que vous pensez que, dans votre ouvrage, vous développez 18, puis les 2 derniers, ce sont des conférences que vous aviez prononcées, mais justement, on va revenir là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose que votre livre soit pas trop dans l'actualité, parce que ça lui donne plus de poids pour le futur. Mais je crois qu'on pourrait revenir sur donc une conférence que vous aviez prononcée qui s'appelle « Barack Obama, un danger pour l'Europe et le monde ». Et je pense que c'est vraiment, vous avez bien percé les choses. Et je crois qu'il faut rappeler quand même cette espèce de vague délirante. Bon, c'est vrai qu'il a submergé, on peut dire, sans doute l'essentiel de l'Europe. Mais il faut rappeler quand même tout ça s'oublie, c'est le problème. Ces couvertures délirantes de Libération, du Nouvel Observateur, mais même du Figaro, du Monde, etc. Barack Obama, le nouvel espoir pour l'Europe. Exactement. Et je me souviens, et d'ailleurs je le cite, les sondages qui disaient, les gens se 85% voilà. Des gens du Front National étaient pour. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que j'ai ressorti ce discours, je l'ai mis parce qu'il me semblait bien cadré avec le livre, et surtout parce que je l'ai prononcé en 2008, c'est-à-dire 3 semaines après son élection. Et j'en ai coupé des morceaux parce que c'était très long, mais je n'ai rien changé, je n'ai rien à ajouter pour montrer quand même que dès cette époque-là, on pouvait, comment dirais-je, faire le diagnostic de ce que c'était ce garçon. Pourquoi? Grâce aux gens qui l'ont fait élire et aux gens qui l'ont élu et à son discours antérieur. Parce que je rappelais des choses très simples que, évidemment, vous avez déjà dit ailleurs, mais que c'est par exemple, un de ses maîtres à penser est le Trotsky-Stalinski. Et donc, que sa façon de procéder, c'est la révolution par les minorités. D'où d'ailleurs, actuellement, son arrêté, son executive order sur les migrations. Et c'est intéressant de voir comment, en fait, cet homme est parfaitement cohérent avec lui-même et je me demande comment, c'est vrai la question que je n'ai pas assez posée, comment se fait-il qu'il y ait eu cette espèce d'Obama-mania aussi forte dans tous les secteurs de la population. Yes, we can. Yes, we can. Alors que avec les t-shirts qui ont été repris en France, je suppose avec d'autres personnages dessus. Et comment ça se fait? Parce que à gauche, je comprends bien que les banques s'y soient mises, je comprends bien. Mais alors, pourquoi le Front National? Je crois que vous avez raison de parler d'un phénomène peut-être d'hystérie. Et comment se fait-il que ça a été si une déferlante, Obama? Mais est-ce que vous pensez que ça a été manipulé par les États-Unis ou que c'est de l'autosuggestion européenne? Moi, je crois que on peut pas. Bon, je suppose que les États-Unis n'étaient pas mécontents du résultat, qu'il y a peut-être eu des officines qui ont un peu participé, mais on ne peut pas forcer les gens à saut à ce point-là. Vraiment. On a eu l'opération l'esprit du 11 janvier, quand même. Oui. En 3 jours. Oui, on a un peuple qui est complètement idiot.
Vous êtes d'accord avec moi quand même. Le 11 janvier, bien sûr qu'il y a des gens qui l'ont un peu organisé, mais il y a eu des gens dans la rue. Moi, j'ai vu des gens qui pleuraient, des gens qui étaient parfaitement convaincus. J'avais l'impression d'être un ovni dans tout ça. Ça m'a fait la même impression que le deuxième tour de 2002. Il se trouve que le deuxième tour de la présidentielle de 2002, le tour infernal. Il se trouve que j'étais pas en France, j'étais à Madagascar. J'arrive à La Réunion. Et là, on est en France, et je trouve des gens complètement hystériques, avec des journaux hystériques. Ça me faisait rire de voir le vieux au deuxième tour. Mais je voyais pas pourquoi tout le monde faisait tout ce tralala. Tout le monde savait bien qu'il ne serait jamais élu. Il y avait donc, même dans l'hypothèse fasciste grave, il y avait strictement aucun risque. Ensuite, il n'avait rien dit de particulièrement odieux, répugnant. Il y avait même pas de détails dans le tralala. Donc je me dis, qu'est-ce qui motive? Alors, je sais bien que il y a justement toutes les officines qu'on connaît qui poussent à cette hystérie, mais ça prend. Et c'est la question de savoir comment ça prend et pourquoi ça prend. Et pour Obama, je crois qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup besoin de bouger. Hein. Je me souviens de Ramayadeh qui faisait des déclarations d'amour à la télévision. C'est incroyable, quoi. Or, ce type... Alors, vous rappelez quand même, vous écrivez, le monde en haut, la superclasse mondiale a fait et promu Obama, mais l'Amérique tout entière l'a élu. Donc, pour comprendre, et c'est là où je trouve c'est intéressant, l'analyse des suffrages n'est pas moins utile que celle des commanditaires. Vous vous rendez compte qu'en fait, il a été élu en jouant sur les communautés. Oui. C'est exactement ça. Les Américains font des sondages. Il faut rappeler que c'était McCain. Oui. C'est McCain qui était son opposant. McCain, d'ailleurs, qui valait pas cher, c'est pas le problème. McCain, quand même, les Américains font de très bonnes analyses post-électorales, qui, tout le monde en est d'accord, tous les politologues américains en sont d'accord, tous les statisticiens en sont d'accord, avaient une grosse majorité du vote blanc. Hein. Mais, en revanche, Obama était beaucoup plus majoritaire sur le vote chicano, sur le vote noir, sur tous les votes minoritaires. Et donc, il a eu une partie essentiellement du vote démocrate américain. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec, évidemment, une forte minorité dans le vote blanc, il n'était pas à 30-70, il était à 47-53, un peu, si mes souvenirs sont bons. Avec donc une forte minorité dans le vote blanc, et en faisant de la démagogie dans les votes minoritaires, donc selon le principe d'Alinsky, faire la révolution par les minorités dites opprimées, il a réussi à avoir la majorité du pays où il est finalement minoritaire. C'est ça qui est intéressant. Bon, et on voit donc que c'est un principe de subversion. Mais Obama a commencé sa carrière comme jeune assistant dans les banlieues à Chicago, justement où il s'occupe, je ne sais plus comment ça se dit en américain, je le savais tout à l'heure, mais c'est la mémoire qui s'en va. Il a en jouant justement sur les minorités. Il a constamment fait ça, et il le fait encore aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de son executive order sur l'immigration, sur les immigrés clandestins qu'il a régularisés l'an dernier. Eh bien, c'est une façon de faire éclater l'Amérique telle que nous la connaissons. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette méthode est reprise, par exemple, en France, elle a été reprise dans la fameuse étude de Terra Nova, donc le laboratoire de pensée socialiste, qui établit qu'en réalité, le Parti socialiste ne peut plus s'appuyer sur des groupes sociaux, des couches sociales, des classes sociales, comme les ouvriers ou les employés, puisque ceux-ci ont trahi au profit du Front National. Et donc, il faut se tourner vers de nouvelles classes. Donc, il faut se tourner vers les immigrés, les mères célibataires, les intermittents du spectacle. Alors ça fait quand même pas beaucoup de monde. Non, mais si, en rajoutant tout ça, bon, les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Voilà. Et les bobos. En fait, on se retrouve en gros avec la population du 19e arrondissement de Paris. Oui, c'est voilà, ça. En gros, bon. Et maintenant, la gentrification, comme on dit, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les hipsters. Et non, mais alors là, je vais appeler Henri. Hein, non, mais c'est dans les journaux en ce moment, et c'est vraiment intéressant de voir cette espèce de déferlante américaine, où on voit, par exemple, il suffit de prendre
des journaux aujourd'hui. Enfin, Martin Pelletier, vous n'habitez plus à Paris, vous avez la chance d'être un peu plus loin, mais vous prenez les annonces immobilières par exemple dans le Figaro, il est marqué South Pigalle. Ah, très bien. Pigalle Sud, en dessous de la butte Montmartre. Et donc, c'est un élément qui permet d'augmenter le prix du mètre carré. Ouais. Et qui rappelle tout à fait le Bronx américain par rapport à Manhattan. Et vous savez que c'est amusant de voir que ça prend effectivement une tournure tout à fait vraiment énorme. Mais ça commençait avec qui? Ça commençait avec Mitterrand, qui était un atlantiste et un Américain forcené, bien avant Sarkozy et Hollande. C'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu cette idée qui a été défendue par Jack Lang, par Harlem Désir, d'utilisation en remplacement de la classe ouvrière, parce que ça fait longtemps qu'elle fout le camp, la classe ouvrière. Hein. Souvenez-vous, dans les années 85-86, à Marseille, des gens comme Iso Ardo, qui était un ancien du PC, qui ont filé au FN déjà à l'époque. Donc, ça fait un certain temps que le PS a réfléchi à cette question et qu'il suit la stratégie américaine. Obama. Oui. Ah, bien sûr. Alors, il y a un autre point justement sur Barack Obama, je veux dire, c'est que vous dites des évidences, mais c'est bien de les rappeler parce qu'on les synthétise pas toujours. Je ne prétends pas dire des choses très très neuves. Qu'est-ce qu'Obama au fond? Il n'est pas noir, il est métis. Et en fait, personne, alors que sa mère est blanche, personne ne le considérera comme un blanc. Il est toujours assimilé à un noir. Et il est encore plus assimilé à un noir par le biais de sa femme. Oui. Par sa femme, elle, c'est alors... C'est une pièce maîtresse, un peu comme Hillary Clinton avec Bill Clinton. Exactement, parce qu'elle est gentille, elle est sexy, et elle est une sister. Donc c'est elle qui a racolé le vote noir. Hein, il faut savoir, en gros, 90% des Noirs ont voté Obama. Hein. Donc c'est très important. C'est pas une plaisanterie, c'est pas pour rire qu'on dit ça. C'est une pièce maîtresse, et lui, il se définit comme métis. Il se définit exactement comme non-blanc. C'est un colored people. C'est un non-blanc. Et je pense qu'il est maintenant le coryphée, le chef de chœur d'un nouvel ensemble. C'est l'ensemble des non-blancs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Amérique, il y avait les Yankees ou les Wasps, c'était des gens qui étaient blancs, puissants, plutôt chrétiens, et maintenant les nouveaux dominants vont être puissants naturellement, plutôt pas chrétiens ou agnostiques, encore un peu chrétiens mais assez compliqués, et non blancs. Moi ce que je pense, c'est que le nouveau monde se pense aujourd'hui comme l'exemple, le modèle, le paradigme d'un monde nouveau, et que ce paradigme est également un paradigme racial. C'est-à-dire qu'on veut tout mélanger. On veut évidemment mélanger les classes, les religions, avec des essais de syncrétisme, mais aussi mélanger tout simplement les races. Et que l'homme, le bel homme, d'abord il est sexy, c'est très important, la notion de sexy. L'homme dominant, c'est maintenant le métis à la Obama. Oui, mais il y a aussi, c'est un sujet que vous n'abordez pas dans votre livre, que d'autres auraient pu aborder. Hein. Ce que vous dites là recoupe tout à fait le féminisme ambiant avec la diffusion de la théorie du genre, ni homme ni femme. Donc on connaît la fameuse blague qui a été faite depuis assez fort longtemps avec Michael Jackson, ni homme ni blanc, ni femme ni homme, ni noir ni blanc. Et les inconnus disaient par la voix de Pascal Légitimus qu'est-ce qu'il est? Il est gris. Et on a ce phénomène aussi général d'une question de asexuation, quoi. Oui. L'idéal est type apparaissant, on le voit d'ailleurs je pense que ça se développe énormément dans la publicité, mais également dans la chanson et au cinéma, c'est l'androgyne métisse. C'est-à-dire exactement, pour moi, le symbole, c'est le drapeau arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, aucune frontière, pas de frontière d'État, pas de frontière de sexe, pas de frontière de race,
Pas de frontière de langue, puisque l'anglais a tendance, enfin un anglais tout à fait basique, c'est pas de l'anglais, a tendance à l'emporter surtout. Et pas de frontière non plus de pensée ni de religion. Voilà, c'est l'homme sans frontières. Et Obama est je dirais le premier homme politique de haut niveau et de grande taille qui incarne ce nouveau rêve, ce nouveau paradigme. L'homme qui est l'antithèse de ça, et qui est d'ailleurs très mal vu, c'est Vladimir Poutine, qui lui sait ce que c'est qu'une frontière, qui a repris l'orthodoxie en main avec, je sais pas s'il faut y croire trop, mais du moins s'en sert-il, qui est russe, qui parle russe. C'est l'inverse. C'est l'homme qui croit à la nation et aux frontières. Voilà. Vous avez, et Obama, en tant que grand instituteur, veut imposer. Qui est beau et musclé et tente à le montrer. On le voit torse nu avec un fusil sur des Harley Davidson, en fait, etc. Il y a toute une mise en scène, il y a une scénie aussi de Vladimir Poutine. Oui, alors c'est justement, ce sont deux sex symboles très différents. Mais il y en a un qui danse gentiment, c'est évidemment deux modèles de civilisation complètement antinomiques. Alors, justement, Martin, je rappelle, ami auditeur de Radio Courtoisie, je reçois ce soir Martin Pelletier pour son ouvrage qui vient de sortir aux éditions DIE, les 3 lettres de l'alphabet, 20 bonnes raisons d'être anti-américain. Alors, un des éléments, je pense, moi qui m'intéresse, c'est les États-Unis, patrie du mondialisme. Et vous en montrez bien les origines. Alors... Parce que c'est toute une idéologie qui repose vraiment sur les pères fondateurs, quoi. Oui. Avec la franc-maçonnerie derrière, une espèce d'intégrisme religieux, une espèce de mixte, d'ailleurs vous l'expliquez très bien, de mixte entre le protestantisme et le judaïsme. Oui, alors c'est le vrai fond du problème. Le cœur du problème. C'est-à-dire que si nous souffrons des conséquences dont on vient de parler, c'est qu'à l'origine, je dirais que le ver est dans le fruit. Comme vous le disiez tout à l'heure, les États-Unis se sont formés des migrants qui étaient le rebut de l'Europe. Ça pouvait être le rebut économique, ça peut être aussi le rebut religieux, le rebut politique. En tout cas, des gens qui, en partant, se sont sentis exclus et qui haïssaient l'Europe. La crème de la crème américaine, c'est-à-dire les WASP, les descendants des puritains, du Mayflower, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les puritains? C'est des protestants très particuliers, parce que quand on dit protestants, ça veut rien dire. C'est des gens très particuliers qui sont à la fois très biblistes, qui refusent évidemment l'anglicanisme, qui refusent la couronne d'Angleterre, et qui ont des rapports extrêmement proches avec certains juifs qui vont faire également le voyage vers là-bas. Alors vous avez un mélange qui est très bibliste à certains moments, et qui à d'autres moments vous avez pas d'autres moments, mais d'autres vont s'éloigner de la religion, même s'ils en gardent les formes. Ça, ce sont les Maranes qui sont très importants dans la Compagnie des Andes occidentales, qui va notamment fonder la Nouvelle Amsterdam, qui deviendra New York. Hein. Donc vous avez cette convergence. La Nouvelle Angoulême. Hein. Oui, c'est vrai. En 1524, nous on était les Prums sous François Ier. Ça, c'était la Nouvelle Angoulême. Parce qu'on rappelle toujours la New Amsterdam, mais on rappelle jamais que la ville s'appelait à l'origine Nouvelle Angoulême. Ouais, mais aujourd'hui, c'est New York. On n'a pas été capable de... Encore une fois, on est souvent bon sur le début, mais on n'a pas été capable de bien finir. Donc, on s'est fait virer par les Néerlandais. En fait, les Néerlandais, quand on parle des Néerlandais, c'est pas Néerlandais, c'est les gens d'Amsterdam. Alors, il faut savoir... je le rappelle, mais il faut tout rappeler. Hein. Victor Hugo, grand poète français. Amsterdam au XVIIe siècle est la première place financière commerciale et le premier port d'Europe, bien loin devant Londres même. Et une des raisons de sa grande prospérité, c'est la présence de juifs portugais, qui ont d'ailleurs leur journal qui s'appelle la Gazeta de Amsterdam, qui sont
en partie pratiquants et en partie non pratiquants. Ce sont des descendants de maranes venus de la péninsule ibérique. Bon, tout cela est très connu. Ils ont évidemment beaucoup de relations en Méditerranée, et puis ils vont naturellement conquérir, comme tout le monde, la nouvelle voie vers le nouveau monde. Et donc, ils auront beaucoup d'importance dans la fondation de la Nouvelle-Amsterdam. Bon. Il faut rappeler d'ailleurs, enfin, je veux pas vous... Oui. Je l'avais rappelé quand j'avais écrit Mystère et secret d'Ibn Imri, c'est que les immigrants juifs aux États-Unis en général sortent des ghettos en Europe. Et pour eux, c'est en partie une libération du ghetto, où ils sont plus soumis au judaïsme orthodoxe, au rabbinat très strict. On voit ce qui arrive avec Spinoza, par exemple, quand il décide de quitter le ghetto. Et ils considèrent, et pour eux, c'est la nouvelle terre promise, et pour eux, c'est la nouvelle Jérusalem. Ils ont une idée, les Juifs qui viennent d'Europe considèrent que c'est leur terre promise. Oui, alors parce qu'il n'y a pas seulement les puritains, etc. Non, oui, absolument. Très important dans les textes, ils le disent. Et pour la première fois, ils sortent du ghetto, ce qui est très important, et ils vont pouvoir développer toutes leurs pratiques financières, etc., sur une terre vierge. Ce qui n'était pas le cas parce qu'en Europe, ils avaient des freins. Alors, ils avaient des freins, moins à Amsterdam et qu'ailleurs, mais enfin, ils en avaient quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène que vous venez de rappeler varie avec les époques. C'est justement, ça sera très très fort avec la dernière vague, c'est-à-dire les Juifs d'Europe centrale et de Russie qui vont venir à la fin du 19e et au 20e siècle. Là, ça sera très sensible, ceux qui peupleront Brooklyn, le Bronx, etc. Chez les gens qui viennent d'Amsterdam, il y avait déjà beaucoup plus, ils avaient déjà les coudiers beaucoup plus franches, naturellement. Et puis, c'est vrai qu'on parle de New York, et des États-Unis, mais ils auront d'abord fait fortune en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Il y a une espèce d'explosion de puissance commerciale et intellectuelle et aussi politique au XVIe et au XVIIe siècle. Et qui va se traduire aussi sous Cromwell, par une avancée en Angleterre. Cromwell va laisser revenir les Juifs en Angleterre, va avoir des accords commerciaux et financiers avec eux, et ça va se sentir aux États-Unis, disons, c'était pas encore les États-Unis, mais dans les premières colonies anglaises, vous avez une espèce de synergie entre justement diverses factions protestantes anglaises et les divers types de commerçants juifs, si vous voulez. Et alors, à partir du 18e, c'est-à-dire à partir de la... C'est pas moi qui le dis, c'est Lindenberg. Je cite énormément de... Vous le citez. Je le cite énormément justement d'auteurs juifs pour ne pas pour ne pas risquer de me faire prendre en mal. Hein. Donc, à partir de ce moment, il y a la franc-maçonnerie va être créée en Angleterre, et ça va être le lieu naturel, je dirais, de convergence entre des protestants qui se distancient un peu de la foi protestante et qui vont devenir déistes ou théistes, et de la même façon, les maranes de leur côté. Ça va faire une espèce de spiritualisme qui est typique alors des États-Unis, un spiritualisme vague au point de vue de la doctrine, mais très moral, et et qui prône plus ou moins un grand architecte de l'univers. Voilà. Alors, je crois qu'on peut le citer, c'est Daniel Lindenberg, donc qui est un homme insoupçonnable. À partir du XVIIIe siècle, les idées du judaïsme, qui depuis 200 ans alimentait de façon souterraine les dissidences religieuses, trouve un canal institutionnel, la franc-maçonnerie créée au sein du Dissent britannique, les protestants non anglicans, et vous continuez, etc., et en disant « Ainsi en fut-il pour la Révolution américaine, à laquelle les francs-maçons prirent grandement part. » Oui. La République des États-Unis est une création maçonne. Et vous le rappelez
Mais c'est toujours utile d'ailleurs de le rappeler. Bon, vous faites un petit développement sur le billet américain. Oui. Et je crois qu'il faut le rappeler, qu'on retrouve aussi dans le grand sceau des États-Unis. Il faut rappeler la symbolique. Les gens ignorent la manière dont Washington a été construit. Bon, il y a un roman fameux, mais qui s'inspire de faits vrais, de Dan Brown. Voilà. Alors il faut pas. C'est construit mais réellement, c'est construit sur un plan maçonnique, voilà, avec des architectes maçonniques. On ignore qu'il y a un obélisque à Washington, qui est le corner, qui a défini à partir de l'endroit où on a construit l'ensemble de la ville, qui est en partie enfin un pentagramme, etc., etc. Et il y a des ouvrages complets, mais c'est pas du délire. C'est-à-dire, on sait que les architectes l'ont voulu dès l'origine, et en particulier George Washington, qui lui-même a mis dans cette fameuse pyramide un parchemin. Il y a des peintures qu'il représente en tablier, entouré d'autres dignitaires francs-maçons, et il décide de créer la capitale américaine du grand architecte de l'univers. Alors, vous l'avez tellement bien rappelé que je n'ai plus à le faire, mais ce que je voulais rajouter, c'est effectivement, peut-être pour l'auditeur, il ne faut pas penser que ce sont des imaginations de complotistes. Les quelques données que je rappelle, justement d'ailleurs en mettant de côté certaines choses qui ne sont pas sûres, ou peut-être un peu tirées par les cheveux. Les données certaines que je rappelle, se sont absolument documentées, elles ne sont pas inventées. Et par exemple, quand on parle des pères fondateurs de la Révolution américaine, eh bien, aussi bien Jefferson que Washington, je dis à la fois, je rappelle que certains sont maçons, que d'autres ont des liens avec la maçonnerie, qu'ils ont assisté à telle cérémonie. Ce ne sont pas des plaisanteries. D'ailleurs, parmi ceux qui sont les pères de la Déclaration d'indépendance ou ceux qui ont fait de la Constitution américaine, il y a une majorité de maçons, tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué de le dire. Et quand on lit les textes, on voit et qu'on les compare avec tout simplement les constitutions d'Anderson, qui sont le texte de base de la maçonnerie, on voit une espèce que, si j'étais mathématicien, je dirais que c'est un isomorphisme, c'est évident. C'est fait de la même pensée et c'est repris et ça reprend les mêmes termes, exactement. Donc il n'y a pas la moindre, d'ailleurs je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais prétendu, il n'y a pas le moindre doute. La République des États-Unis et son appareil est une création maçonne, voilà. Et il faut le dire, mais une fois qu'on l'a dit, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que c'est fait comme ça pour certaines choses. Et ça explique les développements ultérieurs. Alors vous allez me dire, oui, mais la vie est la vie. Vous avez, l'Amérique est très diverse. Vous avez ensuite un patriotisme. Bien entendu que les choses sont, mais c'est comme ça que c'est construit. Vous n'en parlez pas dans votre ouvrage, parce qu'évidemment, vous pouvez pas tout traiter. Mais je crois qu'un bon exemple qu'on peut citer, c'est le Ku Klux Klan. Alors, allez-y. Le Ku Klux Klan, considéré comme un mouvement raciste, etc., donc anti-noir, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais le Ku Klux Klan a été fondé par des francs-maçons, donc, dont Albert Pike, le grand maître du district du Sud dans la franc-maçonnerie, qui a écrit beaucoup de textes très très importants, etc. Et évidemment, il s'attaque aux Noirs, c'est bien connu, les gens, mais il s'attaque également aux catholiques. Et ça, on n'en parle jamais. Et il y a une haine du catholicisme dans le Ku Klux Klan qui n'est jamais abordée dans aucun livre sur le Ku Klux Klan en français, alors qu'il suffit de prendre les textes des revues du Ku Klux Klan qui paraissaient au 19e siècle, dans leurs articles, etc. Aucun catholique ne peut adhérer au Ku Klux Klan. Et surtout, ils sont pourchassés. Et il y a toujours cet esprit profondément maçonnique qu'on retrouve dans le KKK, dont une partie des rituels, en fait, etc., sont d'inspiration directement maçonnique, et une haine du catholicisme. Alors cette haine du catholicisme, ce sont des WASP. C'est des WASP, exactement. Donc, ils détestent les catholiques. Et il y a vraiment, vous l'expliquez, mais aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on ne retrouve pas en Grande-Bretagne. On le retrouve exclusivement aux États-Unis. C'est une haine totale de la papauté, où il y a toutes sortes d'ouvrages publiés, on appelle ça, les gens un peu à la marge, qu'on appelle la fringe, enfin la littérature, dont certains, toute une littérature très goûtée par, on pourrait dire, l'extrême droite complotiste américaine, mais ils traduisent ça en français, où on est toujours en train de parler en fait, derrière les Illuminati, qu'y a-t-il ? Il y a
le Satan inversé, enfin, et qui est le pape, avec son armée secrète des jésuites. Et on se dit, mais c'est sorti de l'imagination du petit père Combe. Pas du tout. Aux États-Unis, ça se vend toujours, ce genre de jour. Et on dit que le pape est, c'est l'ennemi de la religion régnante aux États-Unis. Absolument. Et là, vous me permettez de rebondir parce que précisément, il y a tout un chapitre qui est sur la haine de Rome, dont d'ailleurs Dan Brown est évidemment un petit reflet, quoi. Cette haine de Rome est donc fondée sur la maçonnerie, sur aussi on parlait du dissent britannique tout à l'heure, sur toutes ces sectes dont les puritains, mais d'autres biblistes qui refusent évidemment le catholicisme, sur quand vous avez, par exemple, à la fin du 19e siècle, 2 millions de Juifs qui fuient l'Europe centrale et la Russie, ces gens-là non plus n'aiment pas Rome et l'Europe. Donc cette haine est très très forte et elle se manifeste aujourd'hui. Je cite un haut fonctionnaire français qui a écrit dans Marianne il y a 4 ans, au moment des attaques contre Benoît XVI. Et il avait remarqué tout simplement que ces attaques étaient toutes originaires des États-Unis au départ. Pourquoi ? Parce que vraiment, il y a toujours ce même sentiment qui se traduit par en l'espèce par toute une espèce de campagne de mauvais goût sur la pédophilie, etc. Mais qui s'est traduit aussi par une autre campagne sur la capote et le continent africain, dont on pourrait parler parce que évidemment, si on regarde bien les choses, on voit que c'est une manipulation. Mais ces campagnes sont venues des États-Unis. Il y a cette haine contre la papauté, et qui est une haine qui est à la fois religieuse et comment dirais-je, à mon avis, psychologique, très forte, viscérale, et qui a des prolongements politiques, ça veut dire qui est anti-européenne, encore une fois, hein, parce que qu'on le veuille ou non, la papauté a pendant des siècles fait l'Europe, et donc c'est cette Europe-là que détestent les Américains, mais même ceux qui ne sont pas du Ku Klux Klan. Quand on voit les façons de réagir d'un Roosevelt, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce qu'avait pu faire la vieille Europe, c'était du caca, il fallait complètement le supprimer. On voit bien toute la façon dont il pensait son condominium avec Staline, la façon dont il a créé l'ONU, c'est en finir avec la vieille Europe. Et encore une fois, quand ils sont venus après la guerre de Yougoslavie, les négociateurs américains ont toujours cette idée. Wesley Clark l'avait bien dit, il n'y a plus de place pour les nations homogènes à l'européenne. C'est vraiment cette haine très forte. Alors, un des éléments que vous développez, j'avais fait une émission qui était consacrée dessus, mais c'est intéressant que vous en reparliez. Dès l'origine, en fait, il y a un des éléments de l'idéologie américaine, je dirais dans son ensemble, dirigé en tout cas par la classe dirigeante américaine, parce que le coup rouge du Middle West n'est pas au courant de ce genre de choses, c'est l'institution des lois noachides. Oui. Voilà. Et ça, vous en parlez, et je crois qu'il faut toujours développer, parce que en France, on n'est pas au courant. Les lois noachides ont été adoptées par le Congrès américain il y a une 30aine d'années. J'avais publié, j'avais invité, c'était Louis Hubert Rémy, le texte existe, il a été adopté, et la loi noachide, c'est une espèce de loi minimale, quoi. Oui, alors, et ça, il faut savoir quelle est leur origine. Là, vous parlez d'un développement, je dirais, institutionnel. Mais à l'origine, il s'agit d'une recherche intellectuelle et religieuse qui revient à plusieurs moments de l'histoire depuis le XVIIe, dans divers milieux juifs, qui consiste à dire comment allons-nous traiter le problème chrétien, en quelque sorte. C'est-à-dire, quelle va être demain la religion monothéiste que doit adopter le monde, qui doit unifier les autres, qui doit unifier et voilà. Et alors,
Sauf le judaïsme. Oui, le judaïsme qui reste à part et qui reste comment dirais-je, le cormac de l'affaire. Hein. Un peu comme l'avant-garde. Le Parti communiste, c'est l'avant-garde du prolétariat. Exactement. La Norvège, elle est très bonne. Et l'avant-garde des religions monothéistes. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement quand on veut essayer, sous l'égide de l'ONU, d'unifier les grandes religions. Hein. Eh bien, dans des gens comme Mossadegh ou comment s'appelle-t-il Sabbatai Tzvi. Oui, il y en a plein. Je les cite. Eli Ben Mossadegh, qui est peu connu. Et puis il a joué un rôle très important. Et même un type comme bon, enfin, c'est pas le problème. À plusieurs moments, il recommande tout simplement pour les types de base, c'est-à-dire le crétin de base, hein, on va s'en tenir. On va pas lui donner les lois de Moïse. On va lui donner les lois de Noé. Donc, c'était un état antérieur. Pour le crétin de base, ça suffira bien. Et voilà, ça, ce n'est pas encore une fois, une imagination, ce sont des conclusions de rabbins et de penseurs juifs très sérieux, d'historiens, d'Armstetter aussi, qui était un grand historien juif. Et qui ont été développés dans toute une série d'ouvrages qui sont disponibles, c'est pas de la littérature complotiste, qui sont d'ailleurs disponibles, édités souvent par des maisons d'édition juives, justement pour ça. Et ces lois noachides ont été, je répète, adoptées par le Congrès américain. Ce que personne ne sait. En Europe, parce qu'on n'a pas idée, on n'envisagerait pas en France d'adopter une loi religieuse. Non. Alors qu'aux États-Unis, ça se fait absolument sans problème. Voilà, donc c'est vrai que ça donne, encore une fois, c'est tout ça pour dire quoi ? C'est que là, il y a une orientation générale de la pensée aux États-Unis. Et c'est celle-ci. Bien que c'est pas une question de là, en l'occurrence, c'est pas de religion, mais toute une partie de la nouvelle droite dans les années 70, il y a eu un fameux numéro sur les États-Unis qui expliquait qu'en fait, les États-Unis, c'était l'alliance de la Bible et du dollar. Bon. Et ça se recoupe en partie, parce que c'est cette immixtion permanente du religieux dans la finance, les deux piliers, et c'est pas du tout le cas en Europe. Non. Ça n'a rien à voir. Je dirais c'est de l'Ancien Testament, parce que toutes les sectes dont j'ai parlé, c'est le vétérotestamentaire. Hein. Il faut justement, et c'est dire pour ça que dès le début c'est antichrétien. On parle souvent à tort des chrétiens, d'une puissance chrétienne, en parlant des États-Unis. Même certains islamistes parlent de croisés, mais c'est une plaisanterie. Les États-Unis ne sont pas chrétiens. Ils sont vétérotestamentaires, mais la façon dont ils considèrent l'Ancien Testament n'est pas celui de l'Église chrétienne. Elle n'est pas celle, de l'Église chrétienne. Elle est celle des rabbins juifs talmudiques. Oui. Alors, c'est un des éléments, vous pouviez pas tout développer, que vous développez pas, mais... Alors, Martin Pelletier, je rappelle que vous êtes mon invité ce soir, donc du Libre Journal de la Résistance française. Cette émission est préenregistrée et nous parlons donc de la nécessité d'être anti-américain à la suite de votre ouvrage « 20 bonnes raisons d'être anti-américain » qui est sorti aux éditions DIE. Alors, on va revenir un petit peu dans l'actualité, enfin plutôt dans l'actualité, et je trouve ça assez amusant, ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées. Je remémorais des événements. On peut dire qu'il y a un passage sur l'écologie, ce que Henri de Lesquin appelle le réchauffagisme. Ouais, c'est joli. Mais vous rappelez que c'est pas du tout nouveau. Et j'avoue que j'avais oublié l'histoire du trou d'ozone. Et puis il y a eu d'autres événements. En fait, tout ça s'inscrit dans la stratégie du Club de Rome, etc. Mais le trou d'ozone, plus personne n'en parle aujourd'hui. Non. C'est quelque chose qui est bien oublié. C'est quelque chose donc il a fait beaucoup de parler de lui dans les années 70 et 80. Je rappelle, je voudrais simplement un mot, m'excuser auprès des auditeurs. J'ai dit Mossadegh tout à l'heure. C'est un Iranien qui n'a rien à faire là. C'est Bena Mossadegh. Hein, voilà. Oui, alors cette histoire du trou d'ozone a été inventée par un Néerlandais qui s'appelle Crutzen, qui était d'ailleurs informaticien. Il n'était pas du tout météorologue, ni climatologue, ni chimiste, ni rien. Hein. Et il a eu une idée tout à fait
simple, c'est-à-dire qu'il a constaté en laboratoire que certains gaz, comme les chlorofluorocarbones, détruisaient des atomes, des molécules d'ozone qui, comme vous le savez, c'est O3, donc les détruisaient, voilà, et puis ça se combinait avec les CFC pour donner d'autres corps. Mais je rappelle que, sans être un grand chimiste, que le chlore, le brome, bien d'autres corps détruisent aussi bien la molécule d'ozone. Voilà. Alors, comme il a vu que ça se faisait en laboratoire, il a prétendu que ça se faisait dans la nature. Bon, en fait, on s'est rendu compte après que, eh bien, premièrement, des trous dans la couche d'ozone, il y en a toujours eu. C'est-à-dire que il y a des mesures qui avaient été faites en Norvège, à Tromsø, en 1928, c'est-à-dire bien avant l'invention des chlorofluorocarbones, et qui montraient déjà qu'il y avait des trous dans la couche d'ozone. Donc, il faut rappeler que les CFC, quoi. Les CFC. C'est ce qu'on utilise quand on utilisait une bombe. Du pchit, voilà. Des aérosols, ou il y en a aussi sous forme solide il y en avait, parce qu'il n'y en a plus, dans les réfrigérateurs. D'accord. Alors voilà, il a eu un prix Nobel pour ça, et on a décidé de prendre des mesures. C'est qui c'est l'ONU qui a pris les choses en main. C'est intéressant de voir l'ONU. Pourquoi ? Parce que il y avait un monsieur qui s'appelle Mustafa Tomba, qui était aussi dans les grandes institutions internationales, qui avait, bien avant que cette découverte de Crutzen, il avait parlé de la gravité du trou dans la couche d'ozone. C'est-à-dire que ces gens-là sont des précurseurs, parce qu'ils pensent avant. Donc, et donc, l'ONU a organisé des rencontres, et ça s'est terminé par ce qu'on appelle le protocole de Montréal en 1987, où les grands pays ont décidé d'interdire les chlorofluorocarbones. Et alors, tout le monde a dit, mais vous voyez, moi, ce que je trouve très bien, c'est que les grands compagnies chimiques comme Atochem en France, ou bien Dupont de Nemours aux États-Unis, bien Showa Denko au Japon, ils sont civiques parce qu'ils se sont mis, ils ont aidé, ils se sont pliés au protocole de Montréal. Eh bien, évidemment, il faut comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça. C'est parce que les CFC, les chlorofluorocarbones, allaient tomber dans le domaine public. C'est-à-dire que leur brevet arrivait à la limite de forclusion. Ce qui fait que le lendemain, dans les prochaines années, n'importe qui aurait pu produire et vendre des chlorofluorocarbones. Du fait de leur interdiction, il a fallu trouver des substituts au chlorofluorocarbone. Et qui peut faire les études nécessaires à trouver, les études scientifiques nécessaires à trouver des substituts? C'est évidemment les grands groupes. Ce qui fait que ce protocole de Montréal a permis à des grands groupes chimiques de concentrer le marché, tout simplement. Alors, est-ce que ça a eu un effet positif sur l'environnement? Évidemment aucun, puisque ce n'est pas pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu des trous de la couche d'ozone avec des variations saisonnières et qui ne sont pas dus du tout au CFC. Donc ça n'a eu aucun... J'avoue, je la connaissais pas, cette déclaration. Donc, le Crutzen, donc, qui est à l'origine de cette hystérie sur le trou d'ozone, vous publiez une déclaration de lui, vous dites maintenant on sait que les dégâts sont très faibles. Oui, alors ça, ce truc, cette déclaration est parue dans Le Monde, dans un entrefilet en 97, où il reconnaissait effectivement. Voilà, donc, oui, on assiste à la même chose aujourd'hui. Voilà, on fait un énorme battage qui entraîne quand même les États signent une convention, le marché de la chimie est changé, donc tout ça pour rien, et le prix Nobel, qui n'avait pas de raison d'être prix Nobel, reconnaît 20 ans plus tard que c'était une plaisanterie. On assiste toujours à la même chose, avec toujours la même phraseologie de la peur.
vous savez que périodiquement, et là on va le voir en 2015, là cet automne, on dit il est très très tard, hein, il est minuit moins 2 maintenant, nous n'avons plus que 10 ans pour sauver le monde. Eh bien je me suis amusé à retrouver une déclaration de U Thant, qui était secrétaire général de l'ONU en 1969, où il dit exactement « il nous reste 10 ans pour sauver la planète ». Ça fait donc 50 ans, presque 50 ans, 46 ans, que les secrétaires généraux de l'ONU successifs nous sortent toujours la même phrase « il nous reste 10 ans pour sauver la planète ». Et je suis sûr que François Hollande va la sortir en 2015, là, cet automne à Paris. Ah oui, non, mais je vous dirais, dans Le Point, j'avais relevé, dans un des derniers numéros de Faits et Documents, dans Le Point, il expliquait que de toute façon, quoi qu'on fasse, c'était trop tard, et que donc il était expliqué que d'ici, en gros, 2100, le niveau de la mer aurait monterait de 100 mètres de haut. C'était dans Le Point il y a un mois et demi. Voilà. Or, on sait, et c'est absolument horrible, on sait, il y a eu un article absolument extraordinaire dans Le Monde, je crois, de la semaine, moi, comme cette émission est préenregistrée, donc c'était au mois de juin. J'ai pas vu celle-là. C'était, si, dans Le Point, au mois de juin, un article absolument délirant du même type, avec expliquant qu'en fait, les modèles mathématiques et d'observation étaient faux. Parce que depuis 1995 ou 97, la température n'augmentait plus, ce que vous savez quand on lit des revues scientifiques. Et que donc, les mesures étaient fausses et que le modèle mathématique de prévision était faux et qu'il ne fallait plus en tenir, parce que d'évidence, la température augmentait. Et que vous regardiez et vous expliquiez que la température avait augmenté de 0,017 degrés par période de 10 ans. 0,017 degrés. Et pendant ce temps-là, vous avez Laurent Fabius qui fera effectivement ce discours en décembre prochain au sommet à Paris, vous expliquera que si on ne fait rien, la température pratiquement va augmenter de 2 degrés par an. Absolument. On est dans le délire le plus total. Le total, mais c'est surtout un délire orienté. Bon, parce que dès qu'on s'intéresse, comme on le fait tous les deux, à la réalité des mesures et à l'origine possible d'un réchauffement. Il y a eu un réchauffement entre 1850 et maintenant. On ne sait pas où il en est. Maintenant, il est probablement stoppé, mais il peut repartir un petit peu en avant. C'est pas le problème. Il y a toujours eu des périodes de petites glaciations et de petits réchauffements. Ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, faire croire que c'est d'origine humaine, ça a un but. Et le but, c'est ça, c'est le but justement. C'est sous l'égide de l'ONU et des États-Unis, c'est de conduire à un changement de politique. C'est d'ailleurs, il y a eu un livre très récent dont je ne me souviens plus de l'auteur, mais qui a été célébré très récemment par notre ami Jacques Attali, où il dit changement climatique, faut-il changer d'économie? Mais enfin, ils disent la réalité. C'est-à-dire que la fable, le mythe du changement climatique n'a qu'une fonction, c'est de justifier le changement de l'économie. C'est-à-dire, en gros, la politique avec, bien sûr. L'avènement du gouvernement mondial avec une redistribution de la richesse. Vous avez remarqué que toutes les mesures prises en fonction de l'écologie tendent à paupériser l'Europe et le Nord et pour faire une redistribution sur le Sud. Ben c'est ça le but de l'opération. On raconte une fable, et de cette fable, on tire une morale. La morale, c'est que les Blancs, avec la colonisation, avec l'hyper-industrialisation, ont été mauvais pendant vraiment longtemps, et que maintenant, ils doivent payer. Ils doivent payer comment? Ils doivent payer en réduisant leur niveau de vie, ils doivent payer en intégrant, en recevant chez eux un maximum de migrants, etc. C'est ça l'idéologie qui est derrière la fable du réchauffement climatique. Voilà, je veux dire réchauffement climatique d'origine humaine, parce que quand on voit, c'est comme l'histoire de la couche d'ozone, c'est toujours la même histoire. Quand vous avez un seul volcan
qui envoie dans l'atmosphère, en admettant que l'hypothèse de Crutzen ait été juste. Vous avez un seul volcan comme le Pinatubo, en un mois, envoie plus de brome et de particules capables de détruire la couche d'ozone dans l'atmosphère que 100 milliards de réfrigérateurs et de pchit-pchit pendant 100 ans. Donc voilà, quand on parle de réchauffement d'origine climatique, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un ordre de grandeur. On met sur deux plateaux de la balance un gramme et une tonne à peu près. Alors, dans votre ouvrage, vous faites un développement, d'ailleurs, parce que tout ça est en liaison avec nous, avec les ONG comme arme de l'impérialisme américain. Ouais. Et significativement, j'avais jamais fait attention, vous le rappelez, ONG, c'est un terme qui vient de l'ONU. Oui. C'est pas parce qu'effectivement, avant, on disait association. Association environnementale, association de bienfaisance, etc. Et en fait, ONG, c'est un terme onusien. C'est un terme onusien et il faut savoir que pour être décrété, il y a un label ONG. C'est-à-dire qu'il faut être coopté par l'ONU pour avoir ce statut flatteur et utile d'ONG. Et en fait, ce sont les centaines de petits bras armés du mondialisme qui est quand même régi par l'ONU. Par l'ONU et par toutes les autres, l'OMC, l'OMS, enfin toutes ces institutions, FAO. Voilà, FAO, et puis quand on descend, il y a aussi le FMI, la Banque mondiale, il y a aussi l'Union européenne. En fait, on est actuellement, le général de Gaulle faisait le malin à l'époque quand il parlait des machins. Mais maintenant, le monde est prisonnier d'un réseau de machins qui ne sait plus, qui est devenu d'une puissance terrifiante. Et vous montrez bien, donc, vous citez par exemple Ronnie Broman. Dès la mise en place du nouveau système international en 1945 avec les Nations Unies, les ONG en font partie. Leur nom même, organisation non gouvernementale, vient des Nations Unies par rapport, alors j'avoue, je ne connaissais pas, les OIG, organisation intergouvernementale. Voilà. L'association ONG est inscrite dans l'histoire, même si ce n'est qu'à partir des années 90 que des ONG ont été invitées à s'exprimer au Conseil de sécurité, ce qui est désormais une pratique courante. Je n'y vois pas une rupture, mais une continuité. Plus il y a d'activités internationales, plus il y a d'ONG, et plus il y a d'ONG, plus elles sont écoutées dans le système international ordonné. Montrer très bien que, en fait, c'est un bras armé qui permet d'intervenir là où, en particulier, une intervention militaire serait trop visible. Absolument. Et Ronnie Broman est quelqu'un d'intéressant parce qu'il est fort intelligent et en même temps, il est bien placé pour parler et il mange le morceau. C'est-à-dire que, voilà, il ne cache pas la réalité du pouvoir des ONG et la réalité de leurs fonctions. Pour moi, ce sont des témoignages à la source. Il n'y a pas besoin de démonstrations très longues quand on a un aveu de ce type. Voilà. Oui, et il rappelait, par exemple, Jacques Chirac qui s'excuse auprès de Greenpeace. Oui. Pour les essais nucléaires français, etc., à peine élus, alors que ça n'aurait pas été envisageable 20 ans avant. Ah non. On ne voit pas De Gaulle, même si on n'aime pas forcément De Gaulle, s'excuser à la tribune des Nations Unies pour les essais nucléaires français. Non, ça non. Il y avait d'autres défauts, hélas, et de très graves, mais ça, Non, parce qu'il y avait encore une chose qui a disparu visiblement dans la classe politique, c'est le sens de la nation. À part Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus aux affaires, je ne vois pas qui a le sens de la nation en France aujourd'hui. Voilà. Et pour rappeler, justement, pour rester dans l'actualité, vous l'indiquez dans votre ouvrage, je rappelle 20 bonnes raisons d'être anti-américain. Cette histoire d'ONG pourrait paraître humoristique, ridicule ou présentant peu d'intérêt. Ça reprend, à mon avis, il faut le remettre en perspective. Et vous le remettez en perspective en rappelant l'action des ONG ou pseudo-ONG quant aux révolutions orange et quant à la Russie. Et ça explique très bien pourquoi Poutine, par exemple, qui a été voué aux gémonies parce qu'il a interdit
un certain nombre d'associations parce qu'elles étaient financées par l'étranger, puisque évidemment derrière cette financée par l'étranger, c'est le bras armé américain, faute de pouvoir intervenir militairement, ou par des fondations du type Soros, qui utilisent ça pour déstabiliser des pays entiers. Ils se retrouvent avec des dizaines de milliers de petites mains. Voilà, exactement. Les États-Unis ne sont pas les seuls. C'est-à-dire qu'il y a justement tout un halo, je dirais, occidental et mondialiste, où, alors vous aviez cité Soros, c'est quand même le plus actif dans cette affaire, qui finance, mais vraiment des milliers, des milliers d'ONG, et les gens qui, c'est comme dans tous les domaines, ça peut être les plus ridicules, ça peut être des petites ONG LGBT, ça peut être les Pussy Riots qui font de l'agite-prop sexuelle. Tout est fait pour déstabiliser un pays, sa façon d'être traditionnelle, ses lois, c'est-à-dire pour imposer, en fait, ce qui, à mon avis, on n'en a pas parlé, mais pour moi c'est très important, pour imposer ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire la façon de vivre de l'Occident décadent. Vous retrouvez sous une forme différente la même chose en Ouganda. L'Ouganda, à tort ou à raison, a institué une lutte contre le sida qui a donné de fort bons résultats. Pourquoi ? Parce que ils ont demandé aux gens simplement de vagabonder un peu moins, et ils ont fait des lois anti-homosexuelles. Bon, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'accepterait pas chez nous. Et donc, le président ougandais, Yoweri Museveni, je crois, a de très bons résultats, et il est très populaire chez lui, mais il y a eu toute une campagne, à la fois de juges juridiques et à la fois financière, pour priver l'Ouganda de ses soutiens financiers, pour faire rapporter cette loi. Et enfin, une partie de la loi a été rapportée. Pourquoi ? Bon, parce qu'il faut imposer. Encore, vous parliez tout à l'heure, je parlais du drapeau arc-en-ciel et de cet homme nouveau qu'on veut faire advenir, sans frontières de sexe, sans frontières de race, Eh bien, c'est ce modèle qu'on veut imposer partout, de l'Ukraine et de la Russie jusqu'à l'Ouganda ou au Pakistan. C'est aussi vrai dans les sociétés musulmanes. On ne supporte, enfin, la démocratie, oui, ne supporte pas... J'ai l'impression que vous alliez dire la démocratie. Non, ne supporte pas des manières de vivre alternatives. Et donc, Poutine, comme Yoweri Museveni, comme, je sais pas, n'importe qui, comme Bachar el-Assad, ne sont pas acceptables. Voilà, ils ne sont pas acceptables. Et pour les expulser, il y a tantôt la guerre, tantôt, je veux dire, les pressions financières, tantôt les ONG, et tantôt la guerre. Et la guerre, mais il faut bien dire que maintenant, la guerre est devenue quelque chose de naturel dans la politique américaine et la politique mondialiste. Et je dirais qu'elle a quelque chose, je voudrais le dire parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, et quelque chose une conséquence terrible, c'est qu'elle met en route des tas de migrants nouveaux. Avant, vous aviez des migrants alimentaires. Maintenant, vous avez le migrant humanitaire. Et alors, contre ça, plus personne n'ose rien dire, parce que c'est sacré. Il y a le migrant climatique. Oui, il y a le migrant climatique. Mais avant, vous aviez, si vous voulez, les pompes aspirantes, on les connaît, c'est la sécurité sociale, etc. Maintenant, vous avez une pompe foulante, en plus. La guerre là-bas, alors, voilà, pouf, ça les pousse, et on n'ose plus dire, alors on va les rechercher en Méditerranée, ça coûte en plus de l'argent à la marine française, la marine italienne, la marine grecque, la marine anglaise, et on est en train de continuer à se suicider, mais là, le suicide est moral, puisque il y a la guerre chez eux. Et la guerre, c'est nous. Enfin, c'est les États-Unis que nous aidons, qui provoquent cette guerre dont nous sommes les victimes. Alors, on va se quitter effectivement dans très peu d'instants. Je voudrais juste vous poser, avant qu'on se quitte, une dernière question, Martin Pelletier. Les États-Unis sont en train de changer ethniquement de manière très importante, c'est-à-dire que la population blanche, considérée comme blanche aux États-Unis, white, sera minoritaire d'ici 10 ans. Est-ce que vous pensez que ce système de puissance américaine peut continuer, en quelques mots, même si les blancs ne sont plus qu'une minorité ?
Est-ce que, si vous voulez, est-ce que le système est tel qu'il peut continuer à fonctionner sans ses initiateurs ? Regardez ce qui s'est passé avec l'Empire romain à partir de l'édit de Caracalla. De 112. Il a continué. Seulement, la citoyenneté a complètement changé. Donc, mais le système a continué. Je crois que justement, qu'est-ce que c'est qu'Obama ? C'est quelqu'un qui incarne et qui veut répandre le nouveau paradigme dont on parlait tout à l'heure, l'homme sans frontières, à l'intérieur, dans le système américain, de façon que le système américain soit l'exemple pour le monde d'un système mondial. Le nouveau mutant. Le nouveau mutant et le nouveau monde. Voilà l'idée. Je vous remercie Martin Pelletier. Je rappelle que vous venez de publier 20 bonnes raisons d'être anti-américain aux éditions DIE. Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission.